produire des solutions pour la sécurité du patient. Ces solutions étant des outils pragmatiques, pratiques, produits avec les pairs, donc avec les spécialités, qui travaillent sur ces événements en collaboration avec la Haute Autorité de Santé pour produire des outils de terrain. D'accord, super. Et donc, vous nous disiez que le recueil de ces données était basé sur volontariat, donc ce qui est très bien. J'imagine que donc, ça apporte pas mal de difficultés. Vous nous disiez notamment, même si la base est assez jeune, que pour l'instant, il y avait assez peu d'effets indésirables qui avaient été rapportés dans cette base. Est-ce que, du coup, vous avez rencontré aussi d'autres difficultés au cours de la mise en place de ce projet? Est-ce qu'il y en a dont vous pouvez nous faire part, dont vous pouvez nous Oui, bien parler? sûr. Alors, en réalité, il n'y a pas assez peu d'événements désirables. Il y en a presque 130 000 au total depuis le début. Donc ça, c'est beaucoup. On n'en Oui, a pas beaucoup en radiologie parce que jeune, d'accord, parce que depuis 2019, mais on en a beaucoup. Donc ça fait partie d'une des difficultés. D'ailleurs, le volume de ces données, parce que vous l'avez compris, on est sur des textes en champ libre, en réalité, que les médecins renseignent largement. Et du coup, les analyses de ces textes sont complexes. Alors, avant même d'envisager l'analyse complexe de ces champs, le premier point, vous l'avez noté, c'est la non-exhaustivité. Puisqu'on est sur la base du volontariat, forcément, on n'est pas exhaustif, donc ce n'est pas une base qui a vocation à être épidémiologique. Ça, il faut être très transparent avec ça. Elle sert à de l'analyse qualitative pour après en tirer des solutions, mais dans l'absolu, on ne fera pas d'épidémio sur ce type de base. Ça, c'est le premier point, la non-exhaustivité. Le deuxième, et ça, c'est le nerf de la guerre, finalement, c'est la qualité de la donnée, parce qu'évidemment, à partir du moment où votre donnée n'est pas de grande qualité, eh ben, on en sort des interprétations qui ne sont pas forcément justes. Et ça, c'est vraiment le point à travailler. La qualité pouvant relever, encore une fois, de l'exhaustivité, de la donnée manquante, de ce qui est renseigné. Des fois, on a des champs qui sont peu ou pas complétés ou mal complétés, auquel cas, il faut être capable de documenter cette donnée pour que l'utilisateur puisse l'interpréter. Et c'est là que finalement, l'intérêt des systèmes mixtes, ce que j'appelle un système mixte, c'est un système intelligence artificielle humain, à tout son sens et en particulier le métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez des données de cette base en les extrayant, il faut, un, contrôler cette qualité et deux, mettre un regard métier dessus pour avoir une bonne interprétation juste, en tout cas. Voilà, ça en gros pour la difficulté autour de cette base, on est plutôt là-dessus. d'accord. Et justement, pour prendre en charge finalement ces difficultés, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce qu'il y a des perspectives, finalement, des choses que vous imagineriez ajouter ou modifier dans cette base par la suite? Alors oui, il y a beaucoup de travaux dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux sont toujours en collaboration avec les producteurs de ces données, autrement dit les organismes d'accréditation. Hein, on ne fait rien sans le métier, d'ailleurs ça n'a pas de sens de le faire sans. Les travaux en cours, alors typiquement, pour les données structurées, les points d'amélioration vont être le remplissage, l'exhaustivité, et ça, on est en train de faire un travail à l'HAS exhaustif sur quelles sont les données qui sont de bonne qualité, celles de mauvaise qualité, et comment on propose des solutions pour les améliorer. Pour les textes, les champs libres, vous vous doutez bien que sur 130 000 événements, on ne va pas les faire un à la main, hein, c'est compliqué. On met en place des outils de traitement automatisé des langues. Aujourd'hui, en tout cas, on fait des essais pour voir ce qu'on peut sortir comme grande thématique à partir d'une analyse automatisée des champs en texte libre. L'objectif à la fin idéal serait de pouvoir mettre à disposition des organismes des outils de data visualisation, hein, comme ça avec quelques mots-clés, hop, ils ont le nombre d'événements par genre, par région, voilà, en sachant encore une fois qu'on n'est pas sur quelque chose d'épidémique. Voilà, donc il y a plein de travaux en cours, en tout cas pour améliorer et la qualité et la mise à disposition de ces données pour les principaux utilisateurs. D'accord. Bah, écoutez, bah, c'est super. Bah, je vous remercie beaucoup du coup pour Je vos vous en réponses. J'espère prie. que ça aura un petit peu éclairé nos auditeurs sur ce sujet qu'on connaît assez peu, malgré tous les bénéfices finalement, qu'on peut en tirer à la fois pour notre pratique et puis surtout pour nos patients finalement derrière. C'est Donc, l'objectif. je vais pouvoir donner maintenant la parole à Lisette Persillé qui va poursuivre un petit peu ce tour de table. Bonjour tout le monde. Je suis Lisette Persillé, représentante des usagers ou des patients. Bonjour tout le monde. Bonjour au docteur RP. Bien sûr, j'ai quelques questions à vous poser. On parle de base de données épidémiologiques. Comment avez-vous identifié ces besoins de constituer une base de données, docteur? Bonjour Lisette. Nous, là, je vous parle de la base Covid dont certains ont participé ici. Je reconnais les noms sur les identifiants Zoom.
En fait, ce qui s'est passé, c'est on a tous été confrontés à un épisode qui était inconnu, avec un épisode de pneumopathie virale infectieuse d'abord, puis après qui a été identifié Covid. Et on a eu le besoin rapide en fait d'avoir des données assez exhaustives qui nous permettent d'avoir des informations scientifiques et épidémiologiques afin de savoir un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc il y a eu des premières informations scientifiques, il y a des articles qui sont sortis rapidement sur les performances du scanner, il y a eu des premiers retours d'expertise de Chine et d'Italie en particulier sur l'impact du scanner sur le Covid. Et puis, il y avait ce fonctionnement explosif qu'on ne comprenait pas, mais qui était en forme de cluster. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il y a eu besoin d'un transfert rapide d'expérience et puis d'une réponse un peu décentralisée avec la nécessité de centraliser justement ces expériences des différentes régions françaises afin de pouvoir transmettre et faire partager l'information rapidement. En deuxième question, quelles sont les spécificités de cette base de données? Pour ceux qui ont participé, c'était une base de données prospective qui était actualisée toutes les semaines, pendant 8 semaines. Puis on essayait de fournir des informations régulières sur les chiffres et puis sur ce qui se passait. Ce qui était assez particulier sur cette base de données-là, c'est qu'on a inclus des données à la fois de sociétés de télé-radio, de CHU, de centres hospitaliers généraux et puis de médecine libérale avec quand même un fort taux d'adhésion. Donc ça permettait d'avoir une assez bonne exhaustivité des données. On a obtenu des données purement quantitatives, donc c'est une base de données vraiment épidémiologique au sens vraiment quantitatif. C'est d'ailleurs une des choses qui peut heurter un peu nos collègues radiologues parce qu'à chaque fois qu'on a soumis des articles ou des communications, tout le monde voulait des iconographies avec les patterns de Covid. Ce n'était pas l'objet de cette base, c'est ça qui était un peu sa spécificité, c'est que c'était vraiment réunir toutes les semaines 150 indicateurs qui provenaient de différentes structures en fait, que je vous ai décrites de tout type, avec encore une fois un taux de réponse qui était entre 80 et 85% par semaine. D'accord. Et quelles sont les limites au recueil prospectif? Alors, les limites qu'on a eues, c'était principalement basé sur le volontariat. Donc, on n'était pas complètement sûr d'être exhaustif ou représentatif, puisqu'en fait, c'était que les centres qui voulaient bien participer. C'était aussi basé sur le déclaratif. Donc, il y avait donc ça dépendait vraiment. On n'avait pas de manière de vérifier que les données étaient robustes. Bon, il y a quand même des possibilités, je vais vous en parler après, de pouvoir quand même vérifier que les données sont propres, et en particulier en étudiant les écarts types. C'est-à-dire que s'il y avait un centre qui nous répondait 40 une semaine, et puis 300 la semaine d'après, et la semaine d'après 20, etc., si c'était trop hétérogène, et si ça ne suivait pas surtout la forme de vague qui a été décrite, on avait des doutes, et puis à ce moment-là, on re-questionnait, on renvoyait des emails pour des précisions. Donc ça, c'est la première limite, c'est que comme c'était déclaratif sur le volontariat, il y avait ce défaut, ce souci d'exhaustivité. Après, donc, c'était assez atypique comme mode de recueil parce que c'était pas quelque chose de complètement ni transversal ni longitudinal. En fait, c'était une sorte de suivi, de radio-épidémio. C'est d'ailleurs une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'il n'y avait pas trop on n'a pas trouvé vraiment de choses qui ressemblaient dans la littérature. Et donc, pour commencer à formaliser notre base de données et puis pour savoir comment l'organiser et puis bien recueillir nos données, ça a nécessité, on a appris sur le tas en fait avec l'expérience, et c'est ce qui nous a permis de toutes les semaines de progresser et puis de progresser. En tout cas, d'avoir un recueil qui était exhaustif et puis surtout de faire des questionnaires faciles. C'est tout bête, mais par exemple, nos questionnaires initiaux, ils n'avaient pas de questions fermées, c'était que des champs ouverts comme ce qui a été dit avant. Et donc, en fait, on recevait des données qui étaient vraiment très compliquées à recueillir. Voilà. Du coup, cette expérience a eu quel impact pour vous et avez-vous eu l'impression d'être mieux préparé pour l'avenir? Alors, ce que je disais, c'est que au début, on est vraiment parti dans le vide. Donc, vraiment, on ne savait pas trop comment organiser la réponse. Donc, on a consulté des épidémiologues, etc. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est organisé au sein du labo pour avoir des interlocuteurs, des particuliers des stats, et puis surtout, en fait, la gestion des données qui a été fait avec des data managers. C'est là-dessus, je pense qu'on serait plus réactif maintenant. Et aussi sur la manière de constituer les questions et de la manière de recueillir ces données,
parce que ce qui a été décrit aussi et ce qui va être régulièrement mentionné, c'est qu'en fait, le gros problème de la gestion de données, c'est la qualité des données qu'on récupère à la base et que si cette qualité-là est trop dégradée, après, c'est très compliqué d'en faire quelque chose. Et moi, on a un exemple tout bête, hein, c'est qu'après, quand on a complexifié un peu le recueil de données pour mesurer les performances du scanner, donc on a interrogé l'ensemble des centres français qui voulaient bien participer, plutôt les centres experts, et ben, on s'est heurté en fait à quasiment 40% de données qu'on ne pouvait pas inclure dans nos analyses parce qu'elles n'étaient pas complètement exhaustives. Donc ça, c'est une des limites du déclaratif et c'est aussi une des grosses limites principalement du déclaratif et du volontariat en fait. C'est que si les gens remplissent ce qu'ils peuvent et puis ils n'ont pas le temps parce qu'il y avait autre chose à faire quand même, et donc ça limite un peu la portée scientifique et la puissance des données. Et parfois, il vaut mieux des plus petites séries, mais qui sont de meilleure qualité, avec plus exhaustives et plus cadrées, quoi. Donc ça, c'est la première remarque. Puis les perspectives qu'on pourrait voir, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, bon, on le savait déjà, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien direct entre l'activité scanner pendant la première vague et le Covid. Et donc, ça a positionné un peu la radiologie comme outil de dépistage, qu'on le veuille ou non, puis plutôt on ne le voulait pas d'ailleurs, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de tests nasopharyngés. Donc, l'idée, c'est probablement que ces liens-là entre la santé publique et la radiologie, qui existent déjà, doivent être renforcés et encore continuer à être démontrés pour d'autres études, pour continuer à mener notre travail de veille sanitaire en radiologie, parce qu'on a un impact, la spécialité radiologique, sur la santé publique, plus que ce qu'on le pense, nous les radiologues. Je vous remercie. Merci. Ok. Donc, on vient de voir l'importance d'avoir les outils pour faire face à des problématiques de santé émergentes et Covid est un très bon exemple. Le prochain sujet auquel on va s'intéresser, c'est une problématique qui n'est pas moins préoccupante, mais un peu moins émergente, à savoir l'oncologie, mais que le projet dont on va parler aborde sous un angle très novateur. Donc, merci à Madame Mathilde Cavalier du CERF d'être aujourd'hui parmi nous pour nous parler du projet Caméléon. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Louis. Ouais, donc on va attaquer directement le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus finalement sur les objectifs de ce projet ? Merci Louis. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Cavalier, directrice des études au CERF. Donc, le projet Caméléon, vous le voyez, je l'espère s'afficher un petit peu à l'écran, est un projet de recherche européen H2020, horizon 2020, qui, pour vous synthétiser, a pour objectif de constituer une grosse base de données européenne sur 4 cancers, le poumon, colorectal, prostate et sein, et qui permettra à des outils en imagerie, en intelligence artificielle en imagerie, de s'entraîner, de développer ces outils-là sur cette grosse base de données européenne. Ils sont attendus presque 38 000 cas quand même dans cette base, et ce projet regroupe au total 18 partenaires, donc aussi bien des partenaires comme des centres cliniques qui évidemment alimenteront les données, mais aussi des partenaires techniques et technologiques, aussi bien du point de vue des outils que de la partie notamment sécurité et sécurisation des données. Ces différents partenaires sont représentés au total à peu près, pas à peu près d'ailleurs, pardon, c'est un total de 9 pays différents qui sont concernés. C'est un projet qui va durer 4 ans jusqu'en 2024. Donc voilà vraiment très rapidement pour vous présenter ce contexte du projet Caméléon. D'accord. Et finalement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui fait la spécificité de ce projet-là par rapport à d'autres sujets qui sont intéressés à la même problématique ? Alors, les particularités de ce projet, je vais essentiellement en fait en citer 3. La première spécificité, c'est quand même l'envergure. Comme je vous le disais, on parle quand même de 38 000 cas. Vous imaginez bien que sur ce type de projet de recherche, 38 000 cas, c'est pas simplement juste 38 000 données de un scanner pour un patient, c'est beaucoup de données à recueillir pour chaque patient.
Ça va être essentiellement quand même du rétrospectif, hein, même s'il y aura du prospectif aussi, mais c'est quand même beaucoup de données à recueillir pour 38 000 cas au total. La deuxième spécificité, c'est que vous disiez au début, c'est certes un projet d'oncologie, mais c'est avant tout vu sous le prisme de l'imagerie. C'est bien un projet avant tout d'imagerie, donc c'est ce prisme-là par lequel est attaqué le projet. Les différents responsables scientifiques impliqués dans le projet sont tous des radiologues. C'est notamment mené par le professeur Bonmati, qui est donc radiologue à Valence, à l'hôpital de Valence, en Espagne. Et enfin, la troisième spécificité, c'est le positionnement du CERF dans ce projet, qui est un positionnement très inédit, puisque le CERF représente la France et les centres français au sein de ce projet-là. Et donc ce montage côté France, qui a séduit les partenaires du projet, c'est vraiment le fait que le CERF puisse catalyser et apporter sa représentativité et toute la force dans ce projet-là pour impliquer un maximum de centres. D'accord. Bon, j'imagine qu'un projet de cette ampleur qui est réalisé sur plusieurs pays en même temps, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'état d'avancement du projet et sur les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, même si on en est surtout au début du projet pour l'instant? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la première difficulté, mais qui n'est pas forcément inhérente à un projet en base de données, c'est qu'on est plusieurs. Et là, en l'occurrence, il y a quand même 18 partenaires. Donc la première difficulté, c'est évidemment de faire travailler ensemble les gens. Donc les amener, qu'on avance tous dans la même direction, selon certaines méthodes que l'on définit, et ainsi de suite. Donc le projet à l'heure actuelle a bien avancé, puisque on s'est pour l'instant concentré sur une partie scientifique qui était la définition des questions cliniques et de toutes les données qu'il allait falloir recueillir. Il faut savoir que ce projet au niveau du CERF est coordonné, la coordination scientifique est assurée d'une main de maître par le professeur Laure Fournier, et que évidemment d'autres membres du CERF sont pleinement impliqués, et aussi d'autres radiologues. Je pense aussi évidemment notamment au professeur Michael Ohana, qui a le lead scientifique pour tout le projet sur la partie cancer du poumon. Et on a aussi le docteur Marc Zins et le docteur Caroline Caramella, qui sont pleinement impliqués aussi dans ce projet-là. Donc, de toute façon, la première difficulté tient de fait à la coordination des différents partenaires et des différents centres cliniques. La seconde difficulté, je ne vais pas vous étonner, évidemment réglementaire, c'est une difficulté assez classique en constitution de bases de données cumulées en plus au contexte recherche. À tout ça s'ajoute une vraie difficulté qui est transverse, qui est forcément l'hétérogénéité, qui se trouve à tous les niveaux. Tous les centres qui vont alimenter les données ont leurs spécificités, qu'elles soient techniques, mais aussi réglementaires, puisqu'il y a les cadres nationaux qui sont différents entre l'Espagne, l'Italie, la France, et aussi l'Allemagne et les Pays-Bas pour la partie centre clinique. Et ils ont des systèmes d'information qui sont différents, des données qui ne sont pas structurées forcément de la même manière, qui ne sont pas localisées au même endroit dans leur système d'information. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que on peut parler de difficultés, mais qui restent évidemment surmontables, pour peu qu'on y passe effectivement un peu de temps. Et c'est vrai que, comme on dit souvent, si c'était simple, on n'aurait pas besoin de nous. Donc voilà un petit peu pour faire un petit peu le tour de toutes ces difficultés. D'accord. Bon, ça semble être un projet très ambitieux. Vous disiez qu'il devrait s'étaler sur 4 ans, qu'il va nécessiter de recueillir beaucoup de données différentes. Une des questions qui se pose, alors, un petit peu toujours finalement pour les bases de données, mais notamment pour une de cette ampleur-là, c'est la réutilisabilité des données derrière. Qu'en est-il pour ce projet-là? Qu'en est-il? Vous parlez un petit peu du plan réglementaire. Est-ce que finalement, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite, même au-delà, donc déjà de ce que vous allez faire de cette base au décours des 4 ans, mais même derrière?
Alors effectivement, c'est un sujet qui touche toute la constitution des bases de données dans les différents projets de recherche et qui est une vraie, j'allais dire parfois un vrai crève-cœur, c'est-à-dire qu'on passe des années à constituer une base pour une question clinique, un projet de recherche particulier, et la réglementation vous dit, aujourd'hui, une fois que le projet de recherche est terminé, ça s'arrête. C'est-à-dire que cette base de données, vous la mettez entre guillemets à la poubelle et ça s'arrête là, ce qui est particulièrement frustrant, sachant que toutes ces données recueillies pourraient servir à répondre à d'autres questions cliniques et dans le cadre d'autres projets de recherche. Alors ça commence quand même un petit peu à s'organiser, mais c'est aussi des questions qui se posent dans ce cadre de projets européens. Parce que là, on va donc constituer une très grosse base, mais que va-t-il se passer de cette base au bout de 4 ans ? Donc il y a la question évidemment de est-ce qu'on va pouvoir réutiliser les données. Donc on est en train d'y réfléchir. Est-ce qu'il faut dans ce cas-là passer par une étape d'anonymisation complète des données qui a priori au premier stade seront plutôt pseudonymisées, mais est-ce qu'on pourra aller jusqu'à l'anonymisation? Est-ce que ça sera déjà possible de le faire? Mais est-ce que les données seront toujours pertinentes une fois qu'elles seront anonymisées? C'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi le fait, c'est que là on est donc 18 partenaires liés par un accord de consortium qui couvre cette période de 4 ans. Il va falloir forcément se remettre d'accord pour qu'est-ce qui va se passer après les 4 ans, comment on va la gérer, comment on va la financer. Parce qu'aujourd'hui elle est financée par un projet de recherche, mais il faut vraiment se mettre d'accord ensuite sur tous ces aspects-là, un peu plus, on va dire, organisationnels et de gouvernance autour de cette base-là. D'accord, ça marche. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et puis, du coup, je vous souhaite bon courage pour la suite de ce projet qui a l'air d'être un très beau projet. Maintenant, on va pouvoir redonner la parole à Claire Boutet pour un petit temps d'échange autour des sujets que nous venons d'aborder. On pourra discuter un petit peu tous ensemble. Et donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre dans le chat directement. Merci Louis. Alors du coup, quand on vous écoute tous les trois sur des projets qui sont très différents et qui finalement ont quand même beaucoup de points communs, le premier point commun que je retiens quand même, que la finalité c'est comme le patient. C'est le patient qui est toujours au cœur de ces projets-là. On est pour améliorer nos pratiques, améliorer la sécurité, la qualité de soins qu'on produit aux patients. On est pour faire des recherches au bénéfice du patient. Donc c'est vrai que derrière tout cet environnement très technique, numérique, etc., c'est comme le patient qui est au cœur. L'autre point commun que je retiens, c'est la nécessité du travail en équipe. Que ce soit l'accréditation où déjà on est en équipe et la base ensuite relève plusieurs équipes, que le projet Covid et qui a été effectivement au niveau national et a fortiori Chaméléon qui est à un niveau supranational. Et plus on est en équipe, plus ça nécessite de ressources pour pouvoir travailler ensemble, d'échanger ensemble. Guillaume l'a bien dit par rapport à l'amélioration progressive des questionnaires Covid que tu nous envoyais. Effectivement, au début, on était probablement très disparates dans nos réponses. Et ça devient très très difficile de les traiter derrière. Et on a vu effectivement tes questionnaires devenir de plus en plus à questions fermées, ce qui a dû simplifier progressivement la vie. Et ce que disait également Claire Morgan pour l'HAS, peut-être qu'un jour vous y arriverez aussi aux questions fermées, ça devient difficile. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord. On a surtout, en fait, au début, on ne savait pas trop quelles étaient les données pertinentes. Et en fait, surtout, c'est l'identification des données à recueillir pertinentes qui me semble la bonne chose par laquelle commencer. Un peu comme dans toutes les études scientifiques, d'ailleurs, qu'il faut commencer par bien avoir sa structure de recueil de données. Et donc, moi, je pense que c'est là-dessus que les gens ont vu que ça s'améliorait, c'est qu'en fait, on demandait moins de choses et plus pertinentes. Mais par exemple, il y a des choses qui nous semblent évidentes comme l'heure de fin de recueil. Ça, c'était pas mentionné au début, puis on l'a mis pour bien cloisonner la semaine, pour éviter en fait des questions ou des gens qui remplissaient de manière un peu aléatoire, quoi. Voilà pour le Covid. Est-ce que la HAS, du coup, va intervenir aussi sur ce problème des questions ouvertes, enfin des réponses ouvertes? Claire, tu veux Oui, pas de souci. Après, c'est toute la difficulté. En réalité, c'est ce que je disais, c'est les textes libres, les champs libres qui sont des questions
ouvertes, avec des analyses qui sont beaucoup plus complexes, surtout quand on attaque des gros volumes. Mais ça, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour nous accompagner et pour essayer d'exploiter au mieux ces champs. Donc après, en gros, la difficulté, je pense, au départ, c'est de bien cibler la question à laquelle on veut répondre. Parce qu'évidemment, au départ, on aimerait pouvoir tout faire. Donc, on fait des questionnaires très larges, on met plein de questions ouvertes, plein de trucs, et c'est là qu'on voit les difficultés. Donc, en réalité, je cible ma question avec le pendant de dire, bah oui, mais si je fais financer que ça, je ne travaillerai que ça, et c'est dommage quand on recueille de la donnée. Donc, il y a une espèce de juste équilibre à trouver entre le maintien, la pérennisation de ces données et ce qu'on veut en faire de manière plus large, et puis le juste équilibre entre de la donnée structurée facile à extraire et à interpréter et de la donnée en texte libre plus complexe, mais ça se fait aujourd'hui. Il y a plein de méthodes qui existent, qu'il faut mettre en œuvre, qui demandent un peu de budget et un peu de temps aussi, mais en tout cas, ça existe. Peut-être si je peux compléter et participer à cette réponse. Dans le dispositif d'accréditation, on a des questions fermées, on a des questions ouvertes, effectivement, qui sont beaucoup plus riches. Et heureusement que ces fameux outils vont nous permettre d'aller plus à fond dans l'exploitation de ces données. Dans les questions fermées, c'est bien parce que ça simplifie effectivement l'exploitation. Mais on a remarqué, nous, à force donc d'avoir ces données dans ces bases, vous avez entendu plus de 130 000 événements, et on a une autre base qui est sur les événements indésirables graves associés aux soins. En fait, si la donnée n'est pas rendue obligatoire, souvent, elle n'est pas remplie. Alors, enfin, je caricature, mais ça fait partie derrière de la qualité aussi des bases, et ça va être bien sûr le nerf de la guerre pour savoir ce qu'on veut en faire derrière. Et donc, il faut faire attention parce que on a envie de répondre à plein de questions avec aussi des questions fermées. Mais en tout cas, nous, on s'est rendu compte que même avec une question fermée, si elle n'est pas rendue obligatoire, bah, souvent, elle est pas bien remplie. Et si elle est obligatoire et mal intitulée, elle va être remplie n'importe comment. Donc, attention, parce que finalement, tout est important, et que ça soit question fermée ou ouverte, c'est l'ensemble, évidemment, de la confrontation des données qui va faire la richesse de l'exploitation derrière. Et ça va avec la documentation. C'est-à-dire qu'être capable pour le producteur de produire une documentation sur quelle donnée est propre et exploitable et comment, et celle qui ne l'est pas, c'est indispensable dans l'utilisation des données, quel que soit leur format d'ailleurs. Oui, non, mais tout à fait. C'est sûr que c'est un énorme enjeu. Et on comprend bien du coup l'équilibre entre les questions fermées et obligatoires qui vont être répondues et faciles, et puis les questions plus ouvertes qui, si elles ne sont pas obligatoires, sont peut-être moins remplies, mais qui par contre, quand elles sont remplies, vont donner une richesse supplémentaire d'informations. Exactement. C'est bien. Oui. D'accord. L'autre élément que je retiens là-dedans, c'est aussi tout ce qui est difficulté réglementaire. Guillaume, comment est-ce que tu t'en es sorti, toi, sur ce point-là? Guillaume, on t'entend pas? Non. Guillaume, on ne vous entend pas. Oui, je suis désolé, il y a eu un saut de connexion. Ça tombe pile quand c'est à moi. Est-ce que tu peux me reposer la question, Claire? En dehors de du problème de faire le questionnaire et des facilités pour obtenir des réponses riches ou en tout cas plus certaines, il y avait la question aussi des défilés réglementaires. Oui, ça a été. Alors, absolument. Alors, pour ce qui est réglementaire, en fait, ça a été un peu compliqué parce que comme c'était assez inhabituel pour nous de faire ce genre de recueil, donc on s'est un peu heurté au début à notre comité de protection des personnes, puis finalement en fait, on avait posé le dossier, puis c'était même pas c'était hors RIPH en fait, donc c'était vraiment juste déclaratif parce qu'on recueillait que des données qui n'étaient pas des données patients en fait, qui étaient des chiffres toutes les semaines, donc ça c'était finalement beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Et puis la deuxième partie pour le financement, en gros il n'y a pas eu de financement, tout le monde était un peu en stand-by des différentes activités. Et donc, en fait, par exemple, l'activité au labo, c'est vraiment très rapidement détourné vers cette activité-là, quoi, de recueil des données. Puis donc, ça s'est bien passé. On était 5-6, en fait, qui ont travaillé que là-dessus. Donc, par contre, effectivement, ça nécessitait vraiment beaucoup d'investissement temporel, quoi. Mais pour la réglementation, c'était assez simple. On avait posé un CPP
fait, ils se sont dit qu'il n'y avait pas besoin de statuer là-dessus et qu'il fallait faire une déclaration CNIL qui a été faite. Voilà. D'accord. D'accord. Et Mathilde, du coup, est-ce que tu as eu la même simplicité administrative que Guillaume? Pour être très direct, non. On n'est pas effectivement dans le même cadre, mais ce qui est aussi normal, hein, pour le coup. Chaméléon, c'est donc un projet de recherche, bon, qui, j'allais dire, est pas non plus dans les cas les plus complexes, hein, puisque c'est pas non plus, il n'y a pas non plus d'intervention sur la personne humaine, et que c'est quasiment que du rétrospectif, même s'il y aura quand même un petit bout de prospectif, mais il n'y a pas besoin de recueillir de données supplémentaires par rapport à ce qui est habituellement recueilli quand on prend en charge un patient. Mais il n'empêche qu'il y a effectivement un certain nombre de contraintes réglementaires et éthiques, et qui sont évidemment différentes dans chacun des pays et qui dépendent aussi de chacun des comités d'éthique. On a certains des partenaires en Italie qui ont des comités qui sont effectivement apparemment très très stricts et qui demandent beaucoup d'informations. Il y en a d'autres qui vont en demander un peu moins, ou en tout cas demander des informations un peu différentes. Et sur la partie France, comme on est sur du rétrospectif, on a la chance, donc c'est le CERF qui va centraliser la demande auprès d'un comité d'éthique, et on a la chance en imagerie d'avoir le CERIM, hein, le comité d'éthique pour la radiologie et l'imagerie médicale, qui va pouvoir, donc on l'espère, traiter cette demande. Et après, sur la partie réglementaire, on est encore j'allais dire, dans les allers-retours entre les différents Data Protection Officers, les DPO des différents centres français. Il y a une personne en tant que telle qui est DPO du projet à niveau européen, en Espagne aussi, qui essaye de mettre en place le cadre pour que tout fonctionne, mais il y aura des déclarations à la CNIL à faire évidemment côté France. Et bien sûr, bien entendu, dans tout ce volet-là aussi de la sécurisation des transferts de données et du stockage aussi, évidemment, en tant que tel, des données. Merci, effectivement, ça paraît logique. Et du point de vue des patients, comment est-ce que c'est connu d'abord? Est-ce que c'est perçu, tout ça? Je vais vous répondre non. Donc, parole de patient. Cette technicité nous dépasse un peu, mais moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons entendu tous les points forts mis en place en radiologie pour les patients. Nous avons de quoi nous en réjouir, nous patients, des bases de données, des collaborations. Et pourtant, toute cette technicité coule de source pour le patient. Pour lui, c'est le job du praticien. Et il ne met pas en doute le professionnel de santé. Mais la qualité, l'humanité de sa prise en charge tient une place importante dans son parcours de soins. Donc, en conclusion, en tant que patient, moi, ce que je dirais, je vous ramène à l'humain avec toutes ses spécificités. Donc, le parcours de soins, c'est global. C'est ce que vous avez fait et ça va au-delà de ça aussi. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est important de l'entendre pour ne pas se perdre dans un risque de déboire du coup numérique en radiologie. Mais c'est vrai que dans ces trois bases, ce qui est le nerf, vraiment le cœur, clairement, c'est la qualité de données. Vous l'avez tous les trois énoncé. Si les données de base ne sont pas bonnes, vous pouvez rien en faire. On est d'accord là-dessus. Ensuite, vous l'avez souligné tous, il faut être plusieurs centres. Plusieurs centres parce qu'il faut travailler ensemble, il faut partager des informations, et que quand ces données qui sont de qualité de plusieurs centres arrivent, après il faut les analyser. Donc il faut les nettoyer, il faut les vérifier, il faut les annoter. Ça nécessite du temps, et pour l'instant c'est du temps qui est humain, en l'occurrence par des médecins, en l'occurrence par des radiologues. Donc il faut effectivement que les radiologues se libèrent du temps pour faire ça. Et puis on ne peut rien faire sans argent. Parce que pour faire tous ces recueils, tout ce travail de vérification, nettoyage, etc., il faut de l'argent. Donc il y a la question des financements, effectivement, qui vont se poser, donc à des échelons différents entre un recueil prospectif français et puis un projet comme Chaméléon. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, que l'argent reste toujours le nerf de la guerre.
Si on revient à notre idée initiale de débat sur numérique et radiologie, gloire et déboire, pour l'instant, je vois surtout gloire et apprentissage. Je ne vois pas vraiment de déboire dans tout ce que vous avez présenté. Il y a des améliorations progressives. Vous êtes affinés, vous avez progressé, les outils se sont améliorés, les réseaux se créent. Donc, c'est surtout beaucoup de gloire. Des apprentissages et probablement beaucoup plus de gloire à venir. Et donc, je vous remercie tous pour vos participations, pour avoir ouvert ces voies. Je pense que vous serez suivis par beaucoup d'autres. Merci pour cette parole des patients qui nous permet de bien garder toujours en tête qu'on fait tout ça juste pour les patients et qu'il ne faut pas avant se tromper d'objectif. Et je remercie énormément du coup la SFR, le CHU de Nîmes, les organisateurs et évidemment Jean-Paul Bérégie. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.